Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, c'est le professeur Jean-Marie Théodate. Avec notre invité, on va non seulement parler de l'expo Osaka et au Japon, où se trouve actuellement le professeur Théodate, qui représente Haïti évidemment. On parlera aussi avec lui de la dette de l'indépendance et pourquoi ne pas survoler l'actualité comme on le fait à chaque fois pour évoquer la crise politique, l'impasse politique et aussi la question de l'insécurité qui fait encore rage dans le pays. Le professeur nous fait le plaisir de participer à cette émission ce matin alors qu'il se trouve au Japon. Nous sommes très heureux de pouvoir vous parler, professeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Télémétropole, du Point en tout cas, et c'est un immense plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Comme je viens de le dire, on va parler de l'expo Osaka. Vous vous retrouvez actuellement, ce n'est pas une coïncidence, ou au Japon, et on va parler avec nous. Exposition ça lié. Bon, son exposition universelle liée, c'est-à-dire en côté, tout pays venu pour montrer qui ça yo fait de mieux la caillou sur le plan de la culture, sur le plan de la cuisine, la musique, c'est-à-dire que tout ça fait qui bon, c'est occasion pour capable venir montrer là, et c'est peut-être ça que pour moi c'est à la fois un honneur et un privilège de représenter Haïti parce que nous avons pile bon bagage et tout pour nous partager avec le monde. C'est pas seulement catastrophe, c'est pas seulement mauvaise nouvelle. Bon, nous deux ou trois bon bagaille. Si nous mettons de côté, par exemple, bataille que nous menons pour la liberté en tant que pays indépendant, si nous mettons ça de côté, puisque nous disons souvent, quel bon bagaille vous dit qu'il y a en Haïti et vous pensez que tu es capable d'intéresser l'autre pays pour apprendre et même pour avoir envie, les pays à bon, viennent visiter. De qui sont parlé d'Haïti? Bon, d'abord, je suis capable de dire, puisqu'on parlait de visiter, je suis capable de dire pays lui-même. Pays par son climat, par sa végétation, par la mer, par la montagne, par la diversité que ça représentait. Pays ça, c'est probablement une des plus belles pays qui gagne. Je ne vais pas dire l'Ancaille, non, mais sur la terre bénie. Et ce n'est pas parce que seulement c'est la caille moins que lié, même quoi que tout le monde qui visite nous, tout le monde qui a eu chance de visiter Haïti avant que je te la gâté là maintenant, tout unanime pour dire que le pays ça, c'est un pays exceptionnel que lié. Par son histoire, ou dis-moi, nous pas parler de l'histoire là, mais parce que c'est tellement évident que nous, c'est maman, liberté, et que tout notre peuple qui a souffert, est capable, par exemple, sous nous, pour qu'on ait qui s'accélère en dignité universelle, qui s'accélère en combat, qui s'accélère passer chaud pour nous capables d'avancer plus loin. Mais nous gagnons tout, l'une des littératures probablement les plus actives, les plus extraordinaires de l'ensemble de la Caraïbe. L'on parlait de Dany Laferrière, de René de Pestre, qui fête cette année ses 100 ans. On parlait de Lionel Trouillot, de Yannick Lahens, de Mackenzie Orsel, de Jean d'Amérique. Tout le monde ça, ce sont des valeurs sûres, des valeurs universelles. Actuellement là, c'est un Haïtien, Louis-Philippe d'Alembert, qui recevra le prix Goncourt de la poésie, qui est la plus haute distinction de lettres françaises. C'est Ponty Bagay, Piti, ça est. C'est un musicien haïtien, Joël Douette Filet, qui fait se remporter en disque de platine, là. C'est-à-dire que c'est monsieur qui est en tête de toute hit parade musicale, musique populaire en France, à Paris. Petit bagay, ça ou pas Piti. Donc, que ces littératures, nous, que ces paysages, nous doit. Nous avons parlé de Grotte Marie-Jeanne, nous avons parlé de Citadelle La Ferrière, nous avons parlé de Jacques Mel, nous avons parlé Chouchoubé dans le nord. Donc, tout ça, ça veut dire que nous gagnons un pile à offrir au monde, mais malheureusement,
nous-mêmes, Haïtiens, en pile dans le trésor, ça, nous pas connaissons. Donc, le premier travail qui gagne pour faire, son travail, la caille, pour nous rassembler, pour nous sembler, ça nous gagne, vous comprenez? Pour nous faire le compte de notre trésor, pour après le partager avec le reste du monde. Professeur, est-ce que vous dit nous là que les mauvaises images, mauvaise presse, à tort ou à raison, dont Haïti fait l'objet, jeudi ou encore depuis quelques années, ça n'a pas noyé, il n'a pas tout fait, si vous voulez, les valeurs, la beauté d'Haïti, et que tout Haïtien doit continuer sentir fier pour parler de pays côté de Soutien, malgré toute mauvaise bagaille qu'a fait dans le pays aujourd'hui. Haïti, c'est un pays qui se mérite, au sens que, sous Gadeli, ça ne t'a capable de brûler l'écume à la surface, tu vois, d'une mer, d'un océan beaucoup plus profond que ça. Et toute ça n'a vu là, d'abord, on dit que c'est presque circonstanciel, c'est-à-dire que son bagage conjoncturel que lié, nous gagnons en structure, en profondeur, c'est-à-dire en volonté de vivre ensemble, mais le bien vivre ensemble. Pas vivre ensemble tant qu'au assassin qui a fait macaque dans l'arrière, non. Je parle de le combit, l'esprit du vivre ensemble. Si pas de gain, un véritable esprit de vivre ensemble en Haïti, nous ne pouvons pas libre, nous ne pouvons pas faire indépendance là. Et ça, c'est un bagage qui marque nous profondément. Moi, envie inviter Haïtiens à non pas regarder seulement, l'emballage, la superficie, l'agitation, qui est mortifère, hein, attention, je ne pas dire que ça paraît pas important, non? Mais tout ça me veut dire, c'est que difficultés que nous avons là, il faut que nous comprenions que ce sont des difficultés passagères, ce sont des difficultés pour lesquelles il y a des solutions. Il y a de l'autre pays dans le monde qui passent des moments beaucoup plus tragiques, beaucoup plus catastrophiques et beaucoup plus chaotiques que nous en Haïti et qui finissent par sortir de l'histoire la tête haute. Et c'est là, moi, quoi, que faut que nous kembe confiance, faut que nous kembe prestige nous haut, kembe fierté nous, pour nous dire que avec la prophétie de Toussaint Louverture, les racines profondes et nombreuses, pays ça, nous ne pouvons pas quitter le tomber dans le chouboum, ouais, pas ouais, n'a pas retiré le côté lié. On ne pas penser que un travail sur le terrain qui t'a dû fait. On ne pas connaître. Est-ce que c'est un travail d'éducation, mais quand même si que les conjoncturels, ça n'a pas passé là, même si que, tant Franck Etienne te dit là dans le micro nous, il te dit que rien n'est éternel, le mal non plus. Il te dit ça là, mais est-ce qu'on pas pensé que quand même, nous t'a doué, une garde l'autre, une voyage sur l'autre, et je veux dire, pour ça n'a subi là, en termes d'image, par exemple, monde qui a mutilé, monde qui a coupé tête, et la trier, pour nous être capable de voir l'autre image, est-ce que l'éducation n'a pas un gros rôle pour t'a jouer, professeur? Moi, je crois que non seulement l'éducation, et là, ça m'y est, et je travaille dans le métier ça depuis près de 40 ans, et je crois que il y a pile l'autre monde qui a fait du très très bon travail dans le domaine de l'éducation en Haïti. Moi, je vais citer Noël, moi, je vais citer Patrick Atier, moi, je vais citer Laïné Curbon, moi, je vais citer Jean Casimir, moi, je vais citer tant d'autres, vous comprenez, Dominique Boisson, moi, je vais citer Kelly Guerrier. Donc, tout le monde, ça, ce sont des honnêtes intellectuels, des professeurs, des chercheurs qui connaissent que la chaîne du savoir ne doit pas être rompue parce que c'est la condition de la continuation de notre identité, de notre civilisation. Donc, pendant que nous pendant que nous souligné ça qui n'est pas bon, vous parlez de crimes, vous parlez de moniap assassiné, vous parlez de femmes et de filles qui ont violé, pour ne rien dire de monde qui prend l'argent de l'État, mettez dans poche. Tout bagage ça, ce sont de véritables fléaux que y a. Mais ça nous connaît tout, c'est que Jean, Franck Etienne Dabdia, non seulement ce sont des mots passagers, ce sont des mots conjoncturels. Ce sont des mots qui, le jour où nous avons l'État, qui gagne bon Jean Gévren, qui gagne Néan Figule, qui gagne moyens matériels, mais surtout moyens idéologiques, moyens
D'accord, dit, nous besoin un pouvoir qui non seulement capable de faire respecter l'autorité de l'État, mais qui tout capable de défendre les intérêts des plus vulnérables. Parce que moi, je crois que c'est là qu'en Haïti, probablement, nous échoué depuis le début, au sens que c'est l'État qui construit pour les gens qui gagnent l'argent, pour les gens qui gagnent l'éducation, c'est l'État qui construit pour les autobrés, c'est-à-dire que sous les autobrés dans le pays, ça n'a pas gagné plus bon côté non pour ta vivre. Mais, je dis, l'État attend pour nous inverser la perspective, pour nous dire que faut que nous prenions ça en bas, ça qui manque, ça qui pas d'éducation, ça qui pas de manger, ça qui est handicapé, ça qui pour des raisons X sentir exclu dans la société, nous fait pour nous rassembler, mettez toute petite ça en bas avant maman poule là pour capable de grandir et mener le pays à côté les mériter aller. Ça m'a dit là, tant qu'on est cap rêver, tant qu'on est musicien cap pipoter, mais c'est pas ça lié non, c'est tout simplement que l'Europe fait métier d'enseignement, l'Europe fait recherche, et là que ou descend en profondeur justement pour regarder qui ça, peuple ça gagne dans Gévreni, qui ça gagne en biscuit li, ou dit ah ouais pas ouais, nous gagne pour nous reprendre nous, mais malheureusement on pas là pour moi et honnêtement pas besoin là pour moi, seulement besoin sûr que ça moi que c'est la réalité que lui et ça moi c'est pas moi-même seul, c'est un pile. C'est un pile l'autre monde sérieux qui partage les convictions ça. Donc moi je crois que nous faisons pour nous continuer le travail. Chaque monde fait ça à faire. Ou même en tant que journaliste, en tant que son potomitan, son patrimoine dans le paysage journalistique haïtien, ça va faire. On va faire chaque jour, on va faire en traversant tous les dangers pour venir dans le studio, pour venir dans la station, pour faire le travail là. Eh bien, son travail de grenadier à la Solier, même j'ai avec tout professeur qui continuait à le faire coup, même j'ai avec tout ouvrier qui continuait à le travail. Et moi, je crois que l'heure du temps pour nous mettre le projecteur, non pas sur les trains qui arrivent en retard, mais sur les trains qui arrivent à l'heure. Et en Haïti, il y a un pile monde qui a fait un bon travail. Merci, professeur. Et c'est dans le contexte ça, et côté que ou même moi, en Haïti, j'en capable, malgré tout ça qui n'est pas bon dans le pays, c'est comme si je dis, ou dit pour lever des filles, on va parler en de bons termes d'Haïti, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, sous fâché, ou à faire ça, bon, ou décidez de parler de bien d'Haïti. Mais en même temps, tout, il y a des gens qui manifester volonté et de fait, il y a fait. C'est le cas par exemple de Gustavo Petro qui, semaine prochaine, a venu en Haïti, l'Ipral Jacques Mel, à la suite d'un conseil des ministres qui était fait en Colombie. Est-ce qu'on a un commentaire par rapport à ce geste qui j'en comprenne nous-mêmes? Le geste est magnanime. Le geste est magnanime. Il est historiquement important. Parce que, pourquoi Jacques Mel? Il faut que nous rappelions qu'en 1813, c'est à Jacques Mel que le drapeau commun à la Colombie, à l'Équateur et au Venezuela t'est créé. Même Jean à Caé en 1803, c'est le siège, le berceau de bicolore national. On dit que Jacques Mel, c'est le siège du tricolore des 3 grands pays andins. Et le gars des drapeaux, le gon bleu, le gon rouge, c'est pas pour rien, non. Bleu, rouge, là, c'est un rapport au drapeau haïtien. Et le gon jaune, là-dedans, jaune, c'est le rappel de leur hispanicité. Son façon pour dire que nous pas pour contre nous. Et son façon tout, quoi, pour la Colombie de rattraper une erreur historique qui a été commise précisément par Bolivar, lorsqu'en 1826, au congrès de Panama, qui est le premier congrès des républiques souveraines de l'Amérique du Nord et du Sud, qui était organisé à l'initiative donc de Simon Bolivar, lequel était venu précisément à Jacques Mel en Haïti trouver de l'aide auprès de Pétion. Donc Bolivar n'est pas invité à Haïti en 1826 au congrès de Panama, parce que justement, il était considéré que pas de gain place pour les Gnouais, pas de gain place pour des descendants d'esclaves, dans une réunion qui, c'était en bandes autobois qui était chez la table. Donc, ça, Gustavo Petro a fait, c'est un travail de réconciliation, de reconnaissance historique, et me trouvait que
il le fait au meilleur moment, c'est-à-dire le moment que Haïti a le plus besoin de cette aide, et je trouve que c'est magnanime de sa part. Entre-temps, il y a un dossier qui est agité, professeur, la question de la dette de l'indépendance. Ou même, on travaille sous question. En peu l'haïtien, tu as remis qu'on est. D'abord, il y a une idée déjà de l'histoire de cette dette. Mais la question de la restitution de cette dette reste et demeure confuse, énigmatique, même pour certains observateurs. Point de vue pour vous-même, c'est qui ça lié par rapport à ça. Est-ce que quoi on l'a étranger l'a décidé sur une forme où on l'a dit, ok, nous reconnaissons effectivement que nous avons une dette, pas seulement une dette morale, nous avons une vraie dette pour Haïti et que même si nous ne pas qu'à balle tout, mais nous balle un peu. Est-ce que quoi on va comme ça possible? Alors, d'abord, nous avons fait un petit rappel pour que tout le monde capte de nous là, l'émission Le Point, capable de chita sous même petit chaise bar. En 1803, à Vertières, nous avons vaincu l'armée napoléonienne à la suite d'une guerre d'indépendance qui a duré plus de 12 ans. Et à ce titre, les Haïtiens sont entrés dans l'histoire comme le premier peuple issu d'une révolution d'esclaves victorieux de leur maître. Ça, c'est Pontiba Epitilier. C'est le rêve de Spartacus, d'accord, qui enfin se réalise. Mais ça n'a pas suffi, parce que personne ne va reconnaître l'indépendance. Tako Jamsou dit là, même pas la Colombie, même pas le Venezuela, même pas l'Équateur, pays que nous t'ai aidé pour te prendre indépendance contre l'Espagne, précisément. Et a fortiori, ni la France, ni l'Angleterre, ni les États-Unis, ni l'Espagne, pas te reconnaître, non. C'est peut-être ça qu'en 1825, la France gonfle le point avec lui voit là en expédition, avec à sa tête le baron de Mako, pour venir imposer en reconnaissance, entre guillemets, de notre indépendance, en échange du paiement, même pas de dette, non, mais d'une rançon. C'est rançon, il y aurait ça. Donc, obligeons mon bon l'argent, et pour mettre un zam botte li, c'est, il y aurait ça en acte de violence. Métaphoriquement, on dit nous que ça qu'a fait là, je dis, en Haïti, dans Port-au-Prince, sur le plan individuel, avec plus de 1500 personnes que kidnappés dans la zone métropolitaine, en menaçant de les exécuter pour la guerre contre l'argent, et c'est la même chose que la France s'était fait sur Haïti en 1825. On dit que, métaphoriquement parlant, en 1825, la France a joué le rôle du barbecue de la politique internationale. Et c'est par rapport à ça que nous-mêmes, je dis, nous demandons règlement. Au sens que, non seulement nous battions sur le terrain, mais, paradoxe de la situation, c'est le vainqueur qui doit verser une rançon, une indemnité au vaincu. Et pour quelle raison? Pour dédommager, entre guillemets là encore, les anciens propriétaires d'esclaves qui paient du esclavio, qui paient du théo. Et l'homme était bagage ça en perspective, je dis, et au comparer avec l'évolution du reste du monde, il apparaît évident que ces sommes qui ont été versées à la France pendant plus de 100 ans, il a fallu attendre les années 1940 pour que Haïti solde à la fois, ça les moments l'argent, c'est-à-dire que les 150 millions de francs or réduits à 90 millions en 1838, mais nous payons intérêt que nous sommes obligés payer tout, parce que pour nous être capable de payer comme ça, nous sommes obligés à prêter l'argent dans une banque française pour nous capables de dédommager, soi-disant, des Français. Ça veut dire que... Donc l'argent, c'est ça la double dette alors? C'est ça, nous relève la double dette. On va payer capital là et on va payer intérêt sous lui parce qu'on est obligé à le prêter l'argent pour capable de payer, soi-disant, l'argent qu'on est doué. Mais en fait, nous ne pas doué comme ça. Parce que c'est comme si, je dis à la, comme si, on prend l'exemple dans l'autre pays qui a un destin aussi héroïque pour son indépendance par rapport à la France, c'est l'Algérie. L'Algérie a pris son indépendance en 1962. Est-ce qu'on imagine qu'en 1983, c'est-à-dire 21 ans après l'indépendance de l'Algérie, que la France n'a pas imposé à Alger le paiement d'une indemnité aux pieds noirs français, c'est-à-dire les colons français qui avaient dû fuir pour se réfugier après la défaite de la France en Algérie? Impossible.
Donc, ça veut dire que nous-mêmes en Haïti, rétrospectivement, nous avons subi une injustice et nous demandons tout simplement réparation. Et la différence avec les autres pays, parce que là, n'a pas parlé d'esclavage, n'a pas parlé de colonisation, nous toutes te prenons la donne. Américains prennent la donne, Dominicains prennent la donne, Cubains prennent la donne, Jamaïcains prennent la donne, et tout notre peuple côté que tu as esclavage. Mais nous-mêmes, en plus de réparation pour faire d'esclavage et de colonisation, nous demandons tout simplement la restitution. C'est-à-dire que nous demandons pour remettre nous l'argent que nous pas de dépenser, que nous pas de bail, et c'est là que qu'on y a là, là pour l'autre dimension, parce que une, c'est un pile l'argent. Deux, avec le temps qui est écoulé, nous sommes capables de dire qu'on manque à gagner et surtout qu'on effet profondément mortifère sur l'économie haïtienne pendant plus de 200 ans. Parce que si je dis Haïti se retrouve à être le pays le plus pauvre, le pays avec le moins d'éducation, le pays avec la mortalité infantile la plus élevée, en Haïti, mortalité infantile, là, c'est 7% régulier, alors que ailleurs, à Cuba, c'est 0,7%. C'est-à-dire que un petit monde qui fête en Haïti, il y a 10 fois plus de chances pour mourir que la caille voisin. Ça, c'est pas normal. Eh bien, l'homme était deux bagages en balance, en équilibre, où dit que un pays qui fait plus d'un siècle a consacré 80% des revenus de l'État pour payer une dette qui est totalement indue et improbable, paye ça, les parfoutis allaient bien 200 ans plus tard. Donc, nous demander en sorte d'inventaire à la France pour nous dire est-ce que nous sommes capables chita pour nous parler de ce passé qui ne passe pas et surtout du présent côté peuple là en situation de détresse, nous sommes au bord d'une sorte de trou noir, et je pense que s'il y a un pays qui nous doit une aide souveraine, c'est la France, c'est-à-dire une aide qui reconnaisse la souveraineté d'Haïti, qui n'empiète pas sur notre dignité, mais qui nous permette de résoudre au quotidien des problèmes extrêmement brûlants. Donc vous pensez que nous avons une formule quand même pour faciliter cette restitution? Ou quoi dans ça? Je pense qu'il faut le faire avec, je dirais, une assurance, une sagesse que nous donne la force de l'éthique, la morale est de notre côté. Et je ne crois que ni moi ni vous n'a recevoir un good comme ça. Nous avons mourir. Mais heureusement pour nous, et c'est là, l'Europe réfléchit, ou pas réfléchit pour un jour, ou pas réfléchir pour 2 jours, non. Vous faites pour être plus loin que la conjoncture actuelle. Moi, je crois qu'après un moment, côté la France a obligé de mettre la main à la bourse parce que moralement, tout le monde en France, pas seulement parmi les étudiants et les intellectuels que je côtoyé, mais tout le monde qui me parlait de questions ça avec lui, ils ont tout honte pour la France. Professeur, un point nous pas toujours évoqué, c'est la responsabilité des élites ou des décideurs d'alors. Alors, ça, c'est un point extrêmement sensible que lié parce que il y a des ramifications avec l'actualité politique de notre pays. Il y a un monde qui a dit que Boyer était 20 pays, que Boyer, en tant que lui-même un métis d'un père français et d'une mère esclave haïtienne, t'es gain en sorte de Willem Bebo que le t'a joué avec la cause haïtienne. Mais il faut nous pas oublier que d'abord, t'es gain en sorte de épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Haïti. Il faut que nous pas oublier qu'en 1815, après le congrès de Vienne, qui scelle la fin des guerres napoléoniennes sur le continent européen, les Européens, justement, pour consoler la France d'avoir été vaincue à Waterloo, lui ont reconnu le droit de reconquête sur l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Personne ne peut parler de Haïti. Eh bien, moi, je crois que pour dirigeants de l'époque, pour cette élite-là, la menace n'était pas mince. Il a fallu prendre cela très, très au sérieux. Et nous avons pris très au sérieux la menace française. C'est ce qui nous a valu la construction de la citadelle La Ferrière. C'est ce qui nous a valu la construction des forts Jacques et Alexandre, du port de Marfranc et de tant d'autres. C'est-à-dire que Haïti, c'est
protégé, s'est préparé à cette guerre pendant plus de 20 ans. Et lorsque Kounyala, la France Vini fait proposition de reconnaissance de cette indépendance, et il faut que nous insistions sur ça, ce n'est pas ici qu'Allemand de reconnaissance, non, c'est la France qui, à au moins 4 occasions, envoie des commissions auprès de Christophe, auprès de Boyer, auprès de Toussaint, auprès d'Henri Christophe dans le nord, auprès d'Alexandre Pétion dans l'ouest, pour obtenir donc cette reconnaissance de la part de la France. Il faut que nous connaissions que Christophe pas de prendre du tout à la légère. Monsieur, il prend émissaire français, il mettait en prison et ils font genre pour ne pas quitter monsieur sorti vivant, ils ont tout simplement assassiné en prison. Sauf façon pour dire que Christophe pas du tout dans la même disposition d'esprit que Boyer. Il n'est pas prêt pour être payé en indépendance que nous avons conquis sur le champ de bataille. Mais on dit que nécessité fait loi, au sens que Haïti était dans une situation de solitude existentielle en 1825. Personne ne va reconnaître nous, alors que tout le monde a pas acheté café, a pas acheté sucre, a pas acheté bois que le pays a produit. Donc, moi, crois que tu as un calcul qui était judicieux de la part de Boyer, c'est-à-dire un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Lorsque la France propose à Boyer la reconnaissance de notre indépendance en 1825, Haïti était en position de force. Haïti était l'une des armées les plus puissantes de la Caraïbe. En plus, en 1825, le pays s'étend à l'ensemble de l'île. C'est la première fois que nous avons réussi cette unité politique sur une période aussi durable, qui va durer jusqu'en 1844. Donc, Haïti t'es gagné en main, et puis nous sommes capables de payer dans une certaine mesure. Tandis que nous ne sommes pas sûrs que possibilité ça, nous avons jeûné tout le temps. Donc, moi-même, moi, crois que géopolitiquement parlant, et j'insiste sur la dimension géopolitique, c'est comme si on tape joué échec, ou jouer nos possibilités pour damer le pion à l'ennemi, ou bien on joue nos positions pour manger, on dame ou bien on mange en pion, eh bien, pas de calcul. Haïti, t'es là, dans un bon état d'esprit au moment où nous avons signé cet accord. Donc c'était calculé, c'était calculé par les décideurs d'alors. C'était calculé. C'était calculé et je pense personnellement que c'était un bon calcul, c'était un bon choix. Parce que si nous pas signé avec ça, Mako te gen moyen pour te craser, briser, il t'a détruit Port-au-Prince. Et puis 2, moi crois que si ce n'est pas de la France, n'importe l'autre pays t'a bien fait d'appiant, puis t'a fait panzou sur nous, parce que justement, il t'a de la France fin affaibli nous, que t'es venu fini travail là. Moi-même, moi crois que l'indépendance, la liberté, quand on a été esclave, ça n'a pas de prix et surtout, ça n'attend pas. Et c'est pour cela que... Alors, ça me devait comprendre. Ou dit nous fait, parce qu'à n'importe quel moment, l'autre pays était capable de finir avec nous, mais on se dit tout que nous sommes en situation de force dans les Caraïbes. Là. Nous sommes l'armée la plus puissante de la zone, au point où on a aidé l'autre pays. Mais en même temps, on dit quoi que nous ne sommes pas capables de tenir en tête aux menaces réelles de la France. Nous, gain de bagaille. Nous ne sommes pas capables de résister longtemps à une adversité tous azimuts. Parce que ce n'est pas seulement la France qui n'a pas de valeur, nous. Tout l'autre pays qui n'a pas reconnaître l'indépendance, ce sont des pays qui attendent Haïti échoué pour y d'appuyer en play. C'est comme tu as dit, on est chez un bon mango, qui attend Nimu pour le tomber. C'est ça qu'on a fait avec nous. Et nous avons cherché un moyen pour nous mettre cette indépendance à l'abri. Ça me croit tout, c'est que si la France, en 1825, te mettait à exécution la menace d'envahir, etc., il va pas foutu réussi en 1825 ce qu'ils avaient raté en 1802-1803. C'est-à-dire au moment de l'expédition de l'Éclair, au moment où la France était beaucoup plus puissante, aussi bien sur le continent européen que sur les mers. Or, en 1825, il faut rappeler qu'il y a eu, d'une part, la perte de la Louisiane en 1803. Il y a eu la défaite de Trafalgar en 1805, côté l'amiral Nelson a anéanti toute la marine française, enfin pas toute, mais en tout cas les forces vives de la marine française pour la mettre littéralement à genoux. Et puis surtout, il y a eu 1815, la défaite de Waterloo.
J'ajouterai qu'il y a eu en plus 1823 la déclaration donc, de Monroe, le Manifest Destiny, dans lequel les États-Unis demandent aux pays européens de ne pas trop se mêler des affaires du continent américain. Pour toute raison, ça, je crois que la France s'est fait un calcul, mais que il y a plus intérêt à courtiser Haïti, obtenir justement la conclusion d'un accord à l'amiable, plutôt que de se lancer dans une nouvelle guerre qu'ils étaient condamnés à perdre, pour les mêmes raisons que les États-Unis ont perdu au Vietnam, pour les mêmes raisons que les États-Unis ont perdu l'Afghanistan, pour les mêmes raisons que toute une sorte de règles en géopolitique, justement que ce sont les Haïtiens qui ont apporté cette règle dans l'histoire, pour dire qu'un peuple qui résiste chez lui contre une armée une armée d'invasion, dans la longue durée, est assurée de l'emporter. Parce que l'armée d'invasion, l'armée de conquête, est une armée qui vient de l'extérieur, qui est obligée d'appeler, de faire appel à du sang neuf, qui est obligée de s'approvisionner, souvent très cher, parce que, pas oublier que la France Abgoumen a plus de 8000 km de ses bases, Sylvine Goumen avec nous en Haïti. Tandis que nous-mêmes, et la stratégie mise en place déjà par Toussaint Louverture et confirmée après par Toussaint et par Christophe et par Dessalines, c'était brûler les villes, anéantir les plaines et nous retirer dans les mornes. Et c'est pour ça que la citadelle La Ferrière a été construite au sommet du bonnet à l'évêque. C'est-à-dire que les Haïtiens se sont toujours préparés à une résistance intérieure de longue haleine, et ça, pas aucune armée d'occupation qui est capable de résister. Je dis, et parole là refait surface, c'est une dire comme ça, et puisque Jean-Bertrand Aristide était une rare, pour me dire premier chef d'État qui était évoqué la nécessité de la restitution de cette dette. C'est vrai que il y a des rebondissements qui fait avec question. Leslie Voltaire fait se parler de ça là. À part quelques Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui tentaient, si vous voulez, passer de la parole aux actes, parce que récemment, de recevoir un avocat là, qui vit aux États-Unis, qui t'a annoncé que même il va tenter une action en justice contre la France. Et il même annoncé pour porter plainte. Nous-mêmes, en Haïti, nous avons comme l'impression nous parler en pile toujours. Est-ce qu'on croit que parallèlement à ça qu'a dit, à parole, tu as des pions, des actions qui t'a de poser de la part des Haïtiens vivant en Haïti? Est-ce qu'on croit dans ça ou même? Bon, ça, moi, ouais, déjà. Et moi-même, cap vive en France, cap vive en diaspora, je participé à un pile forum, à un pile activité, non seulement dans le cadre du CARICOM, mais également une association qui est Afro Madrid. Côté, ce sont des descendants, des afro-descendants, mais dans l'ère hispanophone, qui a milité tout pour obtenir réparation, et ils ont venu pour poter coller avec Haïti pour dire qu'en plus de réparation, Haïti a besoin de restitution. Alors, qui ça qu'on a nous capable de faire nous-mêmes, bon côté pas nous en Haïti? Ça nous doit comprendre, c'est que je dis à Haïti, ce n'est pas seulement 27 750 km² et 11,5 millions d'habitants. Je dis à Haïti, c'est non seulement le territoire national, mais aussi une diaspora de plus de 3 millions de personnes. Non seulement des Haïtiens qui sont partis, mais aussi leurs fils, leurs petits-fils. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une communauté d'intérêt qui dépasse très largement le territoire national, et c'est pour ça, c'est nous toutes qui devons dans la bataille. Le moi-même, moi à Paris, je n'ai pas parlé de questions, je n'ai pas senti que moi à côté de la plaque, je n'ai pas senti que je fais un job qui n'est pas pour moi. Au contraire, Haïti se trouve partout où il y a des Haïtiens pour parler d'elle et pour défendre son intérêt. Quand il y a là, nous-mêmes, Haïtiens, qui sont dans le pays, il est vrai que ce n'est pas la priorité. On monde qui, sous la menace de bandits, tant que Vitellum, tant que Tilapli, tant que Barbecue, il est évident que la priorité pour lui, ce n'est pas la restitution de la dette. Il y a des mêmes mondes qui disent que si jamais il y a à remettre nos comme là,
il peut pour il pas faire avec lui, même gens avec l'argent de l'aide internationale, même gens avec l'argent Petro-Caribé, etc. Et là, je crois qu'il faut que nous rendons hommage au président Aristide, qui en 2003, justement, t'es déterré question, hein, qui t'a dit que ça, nous pas capable de quitter le sous silence. Et moi, je crois que le travail qu'on a fait là, son travail pour toute une génération qu'elle y est, et peut-être même pour 2 générations, c'est peut-être ça que, littéralement en pile, que faut que nous commencions bonheur, mettez-le en route, et plutôt, travail là tellement difficile, faut que nous pas décourager sous prétexte que pas gain des perspectives de restitution immédiate. Moi, quoi, c'est Tilandeng nous fait pour nous battre faire tout autant que le chaud, et même les fret, n'a continué à frapper. Alors, on dit une question avec qui mérite réponse tout coûte, avant de me propose là. Vous pensez qu'un président français, par exemple, qui prend sous responsabilité décision pour réparer et restituer à Haïti l'argent ça? Président ça, c'est pas président actuel là. Monsieur pas gagné un appui populaire suffisant, il n'a pas gagné non plus une marge de manœuvre assez large pour prendre une décision aussi historique. Mais moi-même, moi, je crois que nous avons besoin, justement, faire évoluer le débat public de façon que l'Anguinéen entendait. L'homme dit l'Anguinéen, ça veut dire que la France, ça veut dire les États-Unis, tout notre pays entendait. Et je dis là, avec tout le travail que nous avons fait, et pas seulement moi-même, mais tout l'autre intellectuel, et pas seulement haïtiens, mais aussi des Cubains, des Jamaïcains, tout carré comme nous avec nous. Nous avons parlé tout à l'heure là des de Afro-Madrid, ou bien le professeur Doudou Diagne, qui est une éminence importante de l'intellectualité du monde africain au Sénégal, qui appuyait nous tout. Donc, tout ça pour dire que moi-même, je crois que nous n'avons pas besoin de presser. La force est tranquille. Et si ce n'est pas Emmanuel Macron, là, forcément, je n'en joue un homme d'État français qui gagne nez en figure, et puis surtout qui gagne poignette pour imposer décision ça, mais sont décisions difficiles que la pied. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Théodate. M'a rappelé, on va participer matin dans l'émission ça depuis une ville japonaise, qu'elle est Osaka. Et de là étant, on va intervenir dans le point et au présent au Japon pour représenter Haïti dans le cadre d'une exposition internationale, côté que vous mettez en évidence les richesses, les valeurs, la beauté de notre pays. Merci encore une fois pour la disponibilité. On a proposé, on a tourné tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Jean-Marie Théodate est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Jean-Marie Théodate est l'invité de ce matin. Alors, professeur, il faut me dire que souvent, quand ça vaut la peine, nous comptons tenir compte des remarques et même des questions de ceux-là qui nous suivent. Et nous pas jamais tenir compte de toutes, mais parfois c'est de bonne guerre que nous considérons quelques là-dedans, surtout si ça capable de faire avancer le débat en question. Je choisis quelques là-dedans pour moi avec vous. D'abord, un auditeur qui dit que lui-même n'est pas trop d'accord que Haïti pas tape B dans le moment. Il dit que c'est simpliste. Cela occulte le forfait français qui d'ailleurs n'est pas une dette mais une rançon et la lâcheté de Boyer. D'ailleurs, Haïti s'était fortifié étant un territoire montagneux capable d'atteindre les navires français. Haïti était plus faible au moment de l'indépendance que 21 ans plus tard. Haïti était plus faible au moment de l'indépendance que 21 ans plus tard avec ses vaillantes forces armées. Est-ce qu'on a une réaction par rapport à l'observation ça que l'auditeur en fait? Bon, l'auditeur a à la fois tort et raison. Il a tort, il dit qu'avec nos armes, nous pouvions atteindre les navires français. Mais qui, genre, depuis la citadelle, on est capable d'atteindre un bateau qui, par exemple, se trouve dans la rade du Cap haïtien? Non. Le système haïtien était un système défensif.
Et notre indépendance n'était pas une indépendance conquérante, ni une indépendance qui serait une menace pour ses voisins, à l'exception peut-être de la colonie espagnole de Santo Domingo. Mais côté Liguin raison, Cunha, c'est pour dire que nous avions les moyens de résister à une guerre de longue haleine. C'est-à-dire que si la France était décidée de débarquer, reprend la même leçon que était jeune à Vertières. C'est-à-dire qu'on peut cap goumer la Kaili, son peuple cap goumer depuis les adultes depuis le berceau jusqu'au tombeau, pour ainsi dire. Donc, normal net, c'est vivre vivre libre ou mourir. Donc, de ce point de vue, la France tape toujours perdu. Mais à quel prix? Est-ce que Boyer t'es d'accord pour te sacrifier encore? Parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre d'indépendance 1791-1803, c'est plus de la moitié de la population de la colonie qui disparaît. Plus de 250 000 personnes. Et est-ce que nous t'es disposé pour te refaire cette saignée-là, en sachant que, dans le même temps, la France t'est proposée pour te reconnaître indépendance? Ça me dit tout, c'est que faut ne pas juger dans l'histoire, on ne juge pas les choses par leurs conséquences. Parce que soit juger seulement les conséquences à long terme, ou capable de faire des erreurs. Il faut juger les gens sur leur motivation du moment, sur les possibilités géopolitiques du moment. Et je crois qu'à l'époque, en 1825, Boyer était extrêmement confiant, peut-être trop même, sur la capacité de l'État haïtien à payer cette indemnité. D'ailleurs, lorsque Mako lui a fait savoir quel était le montant exigé par les Français pour la reconnaissance de l'indépendance, et c'est Mako lui-même qui le dit, Boyer aurait dit, si ce n'est que cela, nous sommes prêts à, bien entendu, faire ce sacrifice. En d'autres termes, la liberté n'avait pas de prix, et surtout, une liberté proposée, acquise, pour ainsi dire, contre de l'argent, valait mieux qu'une liberté marronne, qu'une liberté factice, une liberté non reconnue qui pouvait mettre le pays en danger. Moi, je crois que c'est un acte souverain qui mérite, je dirais, un jugement beaucoup plus lucide que ces condamnations à l'emporte-pièce, qui sont souvent d'ailleurs des condamnations matinées de racisme ou de colorisme. Il y a des gens qui disent c'est parce que Boyer son mulatité qui fait que le vend pays et qu'après les films vendent pays, c'est toute mulatio qui profitait de la politique économique de l'époque. Moi, je crois qu'il faut que nous dépassions ce clivage mouna ou mounamba, moun noir, moun rouge, pour nous dire que c'est un package, c'est un combat que nous avons mené dans l'Union depuis au moins 1803, depuis la constitution du drapeau et la réconciliation entre Pétion et Dessalines. Et il était important que cette reconnaissance nous vienne du pays qui était le seul capable de le faire, c'est-à-dire la France. Parce qu'aucun autre pays, ni les États-Unis, ni l'Angleterre, malgré qu'ils ont été aidés nous dans la guerre d'indépendance-là, aucun n'a pas de gain à reconnaître l'indépendance ça parce que tous les esclaves là caillou. L'autre auditeur qui dit qu'apparemment son ami, et il dit qu'il est désolé de rappeler à son ami que Boyer avait à sa disposition à l'époque l'armée la plus puissante des Amériques. Même les États-Unis n'avaient pas encore une armée professionnelle. On connaît dit comme ça déjà, et à peu près. Vous avez parlé de l'armée la plus puissante de la région, non? C'est pas ça? Si mémoire, bon, c'est ça me dit tout. Donc, de ce point de vue-là, je crois que Zambia avec moi, nous sommes tout à fait d'accord. Oui. OK. Gagnons l'autre auditeur, bon, ça son auditrice lui-même, qui dit que il est d'accord avec le premier auditeur. Et aussi, même lorsque vous achetez quelque chose, il y a un délai pour le retour. Je pense que le délai est passé. On a attendu trop de temps. Aller emprunter de l'argent d'une banque française
n'est pas une petite chose. Là, je lisais textuellement et la réaction de cette auditrice. Vous pensez qu'ils ont pensé vous-même? Ma propre en daki, ma propre en créole. Oublié pour tes marques songer. Hein? Et je pense que il y a des injustices qui sont inscrites dans l'histoire. Il ne peut pas y avoir de prescription pour ce genre d'injustice. Et puis, Kounia là, quant à savoir est-ce que l'agence a nous te doit bailler, je crois que pas aucune morale, pas aucune éthique géopolitique qui demandait qu'un pays qui sortit vainqueur sur le champ de bataille obligé de payer une rançon aux vaincus. Donc, toute bagarre, ça, il temps pour nous mettre en place. Ma dernier commentaire pour auditeur, ça dit, sans prétendre enlever le crédit à Aristide, la question de restitution a toujours été soulevée aux États-Unis par les Afro-Américains sous le nom de rétribution pour l'histoire. Christophe, dans le Nord, avait toujours refusé de payer et avait même mis à mort l'émissaire, contrairement à Boyer. Remarque d'un auditeur qui est à l'étranger. L'auditeur vient repréciser des points que j'ai déjà soulevés et je crois qu'il a tout à fait raison. Et je trouve que c'est de ta part, Wendell, de très bonne presse que de construire justement ce savoir commun pour dire que la parole n'est pas une parole verticale, c'est pas une parole magistrale. La vérité se construit ensemble et c'est ça qu'on a fait là. En effet. Maintenant, comment on a dit ça là? On a évoqué les grandes préoccupations, ça sont grosses préoccupations de l'État pour les Haïtiens, mais préoccupations actuelles. Je ne vais pas non plus dire qu'on doit laisser le passé dormir dans son éternité. Il n'en est pas question, c'est pas ça, au contraire. C'est un passé qui est réveillé, qu'on a réveillé, mais en petit focus, bon, moi qui j'ai un professeur à penser, ça professeur à penser de l'actualité politique l'enjodiant, les dernières arrestations effectuées par la police nationale et Haïti, je dis que nous dit qu'il parle dans l'élection avec cette insécurité, est-ce que c'est possible? Et puis, s'il le faut, dans l'espace de temps que nous gagnons, qui n'est pas en pile malheureusement, comment on apprendre, comment on accueillir la nouvelle du retour de monde tant que Mario André-Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Voilà, les points qu'on aura à débattre au cours des prochaines minutes. On a commencé avec Mario André-Sol. Bon, Mario André-Sol, c'est un citoyen courageux, dont la probité n'est plus à démontrer, parce que si ce n'est pas ça, il n'est pas là encore, et puis qui a donné de bons résultats, du moins pendant la période où il a servi sous le président Préval. C'est là que moi, je l'ai découvert, en tout cas. Et que l'on fasse appel excusez-moi, vous songez tout qu'à un moment, Mario André-Sol a gagné sur le terrain la MINUSTA, qui était quand même... voilà. Taper des tabacs coup de main. Donc, c'est toute la différence. Mais c'est-à-dire que Mario André-Sol a bénéficié d'une conjoncture internationale où Haïti était puissamment épaulé par la communauté internationale après une intervention après l'intervention de 2004 où ils ont occupé le pays pendant 13 ans, jusqu'en 2017. Eh bien, c'était une conjoncture favorable. C'était un moment où les gangs étaient en quelque sorte sous cloche. Mais ça ne doit pas ternir le bilan de Mario André-Sol. Au contraire, ça montre qu'il nous faut continuer dans cette voie. C'est-à-dire qu'il nous faut à la fois un homme de qualité, un homme à poigne, et je pense que c'est son cas, mais il nous faut aussi le concours de la communauté internationale. Parce que je crois que Mario André-Sol, pour contre lui, est capable de résoudre le problème côté nous là. Maintenant, vous pensez quand même qu'il y a possibilité pour que l'élection soit faite en Haïti, Anissar? Vous sortez d'une belle phrase là tout à l'heure, et presque envie voler. Tu dis, on ne doit pas laisser le passé dormir dans son éternité. Ça fait écho à une autre citation que j'aime beaucoup, c'est Alexis de Tocqueville qui dit « Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Ça veut dire que on ne peut pas faire
n'importe quoi sous prétexte que c'est ça l'idée nous, dis-nous pour nous faire. Il y a des bagailles où fait cap suivre jusqu'à ce que ou payer, en quelque sorte, ou expier même l'erreur ou la maladresse commise. Et moi en Haïti, nous faisons pour nous inspirer nous de notre histoire, c'est-à-dire qu'il faut que nous garder vers l'arrière, mais dans le même temps, il faut avoir un œil fixé vers l'horizon, vers l'avenir, pour dire qu'il s'agit pour nous de tirer les leçons du passé pour avancer vers la lumière. Et là, je crois que c'est un travail de tous les jours. C'est le travail que font tous les pays, que font toutes les nations, sauf que nous-mêmes en Haïti, pendant très longtemps, et peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui, on a continué à garder deux yeux nous tournés vers l'arrière. On ne fait que ressasser notre passé glorieux, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi au début de cette émission, de mettre en quelque sorte à l'écart cet aspect que l'on ne peut pas contester, mais le fait est que en Haïti, nous vivons une sorte d'excès de mémoire. C'est-à-dire que nous tellement fiers de la guerre de l'indépendance, nous tellement fiers de Vertières, nous tellement fiers de Dessalines, nous tellement fiers de Toussaint que nous toutes envie de déclarer que c'est Pititio que nous y est. Alors qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est à notre tour engendrer de nouveaux Toussaint, engendrer de nouveaux Dessalines. Moi-même, mon rêve, ce n'est pas d'être petit Dessalines, mais d'être un papa d'un Dessalines à venir. Et c'est là que après si pays a vraiment c'est le monde là-dedans. Mais ça très belle toi, professeur. Bon. Papa. Mon obligé font Jean pour me répondre donc par rapport à eux-mêmes. Non, je n'ai pas cette prétention non plus, professeur, mais j'adore. Parce que là, tellement il y a des gens qui revendiquent paternité de Staline, ou même on dit, non, on a même papa, papa, on pochait des salines. C'est ça le vrai défi. Le vrai défi. Ça, le vrai défi. Moi, j'étais vraiment content et échange matin qui fait là. Et tout comme on a toujours dit dans toute société, lorsqu'il y a de graves problèmes, cap minel, monde qui, quand on veut réfléchir, toujours penser à l'université, à des professeurs d'université, à des scientifiques qui sont capables de réfléchir et dégager des pistes de solutions pour permettre à toute une société de faire face aux défis de l'heure, aux défis factuels ou encore conjoncturels. Moi, j'étais très content d'avoir la possibilité de parler avec vous, poser aux questions au professeur Mathéan. Surtout dans le commencement année. D'ailleurs, nous n'avons pas échangé vœux. Je crois que c'est l'occasion plus que jamais pour me dire une meilleure année 2025. Meilleure année 2025 à toi aussi, Wendell, et à toute l'équipe du Point, et surtout à notre cher Haïti. Et moi, je crois que un pauvre haïtien qui dit, le gars des ciels là, où elle fait noir, tout bon, c'est le, justement, obscurité à pied épais, il peut le faire jour. Donc moi, je crois que je ne vois pas loin lever. Je ne vois pas loin arriver. Et ça se passe bien dans cette ville japonaise. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. En tout cas, ça s'annonce bien. Je rappelle que je suis donc commissaire, mais je ne suis pas seul. Il y aura également avec moi Giscard Bouchotte et Jean-Yves Jason. Comme, on va dire, on va former un trio haïtien pour essayer de représenter au mieux notre cher Haïti. C'est Jean-Yves Jason, l'ancien maire de Port-au-Prince, ou bien quelqu'un d'autre? Absolument, l'ancien maire de Port-au-Prince. Merci encore une fois, professeur. Passez une bonne journée et à bientôt. C'est un plaisir et un honneur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto.